La Guadeloupe est un archipel antillais composé de plusieurs îles, dont les deux principales sont Basse-Terre, sauvage et volcanique, et Grande-Terre, plate et agricole. Au pied du volcan de la Soufrière, Joseph exploite l'or vert guadeloupéen et veut éveiller les consciences à la nature. Dans la plaine de Capesterre, Tino cultive une banane pays gorgée de soleil. À Pointe-Noire, l'aquaculture est l'affaire de François et de Patrick, qui élèvent les poissons de demain. À côté de Pointe-à-Pitre, Yves et Jacqueline vivent au rythme du gros K, le tambour traditionnel. Près de Sainte-Anne, Alex sculpte ses visions dans le bois à la tronçonneuse. Le fer et l'histoire coloniale inspirent François, également adepte des œuvres éphémères. Enfin, à Morne-à-l'Eau, Dolores entraîne ses coqs comme des champions qui n'hésitent pas à se voler dans les plumes. Notre découverte de la Guadeloupe débute à Basse-Terre, où les pentes boisées de la Soufrière nous mèneront aux plaines agricoles, puis sur les côtes et en pleine mer des Antilles. Le volcan de la Soufrière domine les reliefs montagneux de Basse-Terre. À près de 1500 mètres d'altitude, il est le point culminant de tout l'arc des Petites Antilles. La Soufrière est un volcan actif qui a connu une quinzaine d'éruptions majeures depuis 3 siècles. La dernière remonte à 1976 et régulièrement, le sommet laisse échapper des fumerolles sulfureuses. Sur ces pentes, comme sur une majeure partie de l'île de Basse-Terre, s'étend une vaste forêt tropicale humide. Sa richesse écologique en fait l'une des zones les plus précieuses de l'outre-mer francophone en termes de biodiversité. Une biodiversité sous haute protection au sein des 22 000 hectares du Parc national de la Guadeloupe créé en 1989. Ce patrimoine exceptionnel a ses promoteurs, comme Joseph. Ce docteur en pharmacognosie, la science des plantes médicinales, souhaite en exploiter tous les bienfaits naturels. Nous avons la chance en Guadeloupe d'avoir 3800 espèces de plantes différentes, donc 3800 possibilités aussi de s'émerveiller. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris comme allié les plantes. Et tout ce que je fais se fait à partir des plantes. Nous avons une petite plante qu'on appelle le cri-cri. Il suffit de mouiller et vous frotter et vous fabriquez du savon naturel, sans produits chimiques. C'est pas gras parce qu'il n'y a pas d'acide gras, il n'y a pas de graisse. Et après, vous avez les mains propres. Cet arbre-là a été incisé. Et c'est un arbre en fait, qui est très recherché dans la montagne. Quand on fait des incisions, en fait, la plante produit une sorte de résine qu'on appelle l'encens. Et en fait, c'est cet encens qu'on fait brûler dans les églises. Et ici, les gens recherchent beaucoup cet encens. En fait, c'est une substance qui est très inflammable parce que ça contient des huiles essentielles. Ce sont des huiles essentielles à propriété à la fois antibactérienne, mais aussi anti-inflammatoire. Les plantes ne nous amènent pas seulement de quoi manger, mais les plantes nous portent aussi de quoi nous soigner. Les plantes aussi nous permettent de nous habiller. Les plantes, c'est une mine, c'est un trésor, et c'est ce que moi j'appelle de l'or vert. Alors ici, nous sommes dans une plantation de galba. Le galba, en fait, est une plante qui pousse naturellement dans nos forêts. Et nous avons eu l'idée, en fait, de faire une culture de galba, ce qui n'avait jamais été fait donc, en Guadeloupe.
Et les graines de galba, en fait, contiennent une amande. Et cette amande est très riche en une huile qui est utilisée dans notre laboratoire, en fait, pour faire des cosmétiques, parce que c'est une des huiles les plus antioxydantes au monde. Nous faisons ce qu'on appelle de l'agroécologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fleurs de galba sont fécondées par des abeilles le matin et les mouches le soir. Donc, on a installé 6 ruches. Et donc, il y a beaucoup d'abeilles qui vont féconder donc, les fleurs. Et on aura donc beaucoup de fruits. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que les fruits de cet arbre, c'est récolté par des chauves-souris le soir. La chauve-souris, tout simplement, va manger la partie extérieure du fruit, qu'on appelle le péricarpe. Et quand ils ont tout mangé, tout simplement, ils vont balancer les fruits qui vont se retrouver en fait sur ce filet. Et nous, on viendra les récupérer le matin. Les chauves-souris, ce sont les seuls à connaître à quelle époque, justement, récolter le fruit. Nous, les hommes, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est au moment de la récolte de la chauve-souris qu'on a en fait la meilleure qualité d'huile. Il y a eu la ruée vers l'or jaune avec les Incas, les Mayas, les Égyptiens. Ensuite, il y a eu la ruée vers l'or noir, donc avec le pétrole. Dans 42 ans, il n'y aura plus de pétrole, donc on sera obligé de trouver des substituts. Et ces substituts, on ne pourra les trouver en fait qu'à travers les plantes. Et ça, c'est un rendez-vous que les Guadeloupéens ne doivent pas rater. Où vous êtes? Donc on cherchait des lianes pour s'amuser. On a la calebasse, comme vous l'entendez, il fait un petit toc-toc. On a envie de dire l'entrée. Alors là, elle est bonne à travailler. Donc ces 2 lianes sont tissées et on arrive à faire de très jolis paniers. C'est l'un des fruits de la nature qui est le plus béni. Parce que dedans, on peut mettre des autres fruits, on peut boire de l'eau. Il fait encore une multitude de choses qui restent à découvrir. Je pense qu'on ne peut pas être étranger à son environnement. Il faut savoir que les plantes sont de véritables usines de vie qui sont capables de fabriquer tous nos besoins essentiels. Et plus on sera étranger, moins on va innover, moins on va créer. Si j'avais un rêve, ce serait que les Guadeloupéens se réconcilient avec leur nature, avec leur environnement. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue. Il ne faut jamais perdre de vue que nous vivons sur une île. Donc on est entouré d'eau, on ne peut pas s'échapper. J'aurais tant souhaité que l'être humain, d'une manière générale, pas forcément seulement le Guadeloupéen, dise protégeons la vie, protégeons la biodiversité, protégeons notre existence, parce que c'est l'existence même de l'homme qui est en danger. Les Indiens Caraïbes, premiers habitants de la Guadeloupe, avaient surnommé celle-ci Carouquera, l'île aux belles eaux. Prenant sa source au sommet du volcan, la rivière du Grand Carbet dévale les pentes de la Soufrière en 3 superbes chutes. La deuxième, haute de 110 mètres, est la plus impressionnante. Sur Basse-Terre, là où le relief le permet, les cultures agricoles se sont implantées sur les terrains les plus fertiles. La canne à sucre continue d'y régner en maître, même si ses surfaces ont diminué de près de 45% en 30 ans. Elle se concentre au nord de l'île et surtout sur ses voisines de Grande Terre et de Marie-Galante. Plante emblématique des Antilles et première culture végétale à l'échelle mondiale, la canne à sucre se récolte en général à partir du mois de février jusqu'en juin.
Si les camions ont remplacé les attelages bovins pour le transport, la coupe, elle, s'effectue encore souvent à la main, relief oblige, avec un coutelas. Les champs de canne fournissent avant tout l'industrie sucrière. Une petite partie de la production revient aux distilleries de Rome, dont la plupart possèdent encore leur propre plantation. C'est le cas ici, à Rivière-des-Pères, à la distillerie Bologne. On y fabrique du rhum agricole, considéré comme plus authentique que le rhum industriel, fabriqué lui à partir de mélasse. Les tiges sont broyées afin de séparer la bagasse, le résidu fibreux qui sert à alimenter la chaudière de l'usine, du jus de canne. Celui-ci, appelé vezou, subira une première fermentation avant d'être distillé à différents degrés pour être ensuite vieilli en rhum blanc ou brun. Autrefois très polluante, la distillerie recycle aujourd'hui l'essentiel de ses déchets. Un peu plus au nord, sur la côte est de Basse-Terre, face au petit bourg de Malandure, les 2 îlets à Goyave sont au cœur de la réserve marine Cousteau. Les fonds y sont d'une grande richesse écologique. Depuis 2010, les eaux territoriales des Antilles françaises forment le sanctuaire Agoa, une vaste zone de protection des mammifères marins de près de 140 000 km². Depuis 25 ans, Renato et Caroline sillonnent ces eaux pour y observer cachalots, baleines à bosse et autres dauphins tachetés et étudier leur comportement. Cette passion, on la vit au quotidien. On passe beaucoup de temps en mer avec Caroline, avec les enfants. On passe entre 200 et 300 jours de mer par an. Quand on est arrivé en Guadeloupe, on s'est rendu compte qu'il y avait un patrimoine exceptionnel. Et le but, depuis plus de 20 ans, c'est de préserver ce patrimoine. Parce qu'on est vraiment dans une zone qu'il faut encore protéger. À bord de leur voilier scientifique, le Tzigane 6, le couple effectue différents types de relevés. On utilise à bord des hydrophones. Ce sont des micro-étanches qui nous permettent d'entendre le son émis par les mammifères marins, par les cétacés à dents en particulier. L'hydrophone nous aide énormément, mais le plus important, c'est quand même de bien connaître le comportement des animaux, une petite vague un peu particulière, une dorsale qui brille au loin, une bonne paire de jumelles, et puis pas mal de patience. Droit devant aussi, on en a. Ce matin, un groupe de cachalots croise au large de la côte. Le cachalot, c'est un animal extraordinaire, du fait que déjà il passe beaucoup de temps sous l'eau. Il passe en moyenne 50 minutes en apnée et ça descend très très profondément. Les cachalots descendent à plus de 2000 mètres de profondeur. On a 10% du temps où on peut les observer. 10% du temps, c'est pas long. C'est là où on prend les photos. C'est là où on peut les approcher un tout petit peu, mais avec respect. Le cachalot, c'est le plus grand des cétacés à dents. C'est un animal pour les grands mâles reproducteurs qui font jusqu'à 18 mètres et 50 tonnes. Et les cachalots sont présents ici en Caraïbes toute l'année. Ils sont sédentaires, ils vivent plutôt dans les eaux chaudes. À part les mâles qui sont les mâles reproducteurs qui sont migrateurs, qui vivent plutôt dans les eaux froides et s'alimentent de grands calmars qu'on n'a pas ici dans la région. On fait de la photo-identification, c'est-à-dire qu'on va
identifier individuellement chaque individu, hein, autant sur toutes les espèces de dauphins, mais également sur le cachalot, la baleine à bosse. On a recensé 23 espèces différentes là, en 20 ans de travail. Mais par contre, on retombe toujours sur les mêmes individus au fil du temps. Ça montre que on a grande diversité, mais par contre des densités a priori assez faibles. Quand on fait des observations de cétacés et particulièrement donc de cachalots, il faut savoir profiter pleinement de ces moments magiques et rester humble. On a aussi des moments où ces animaux vont se regrouper en surface et vont ce qu'on appelle socialiser, c'est-à-dire qu'ils vont se rouler les uns sur les autres, se mordiller. C'est des scènes qu'on peut observer un petit peu comme chez les humains et ça c'est très touchant et surtout rare. Retour dans l'intérieur de Basse-Terre. Au creux de la vallée de grandes rivières de vieux habitants, l'habitation La Grivelière est l'un des rares témoins de l'architecture guadeloupéenne du XVIIIe siècle. Cet ancien domaine caféier, héritage de l'époque de l'esclavage, renaît aujourd'hui en partie grâce à l'exploitation de cacaoyers. Restauré comme l'ensemble des autres bâtiments, le petit boucan des origines est de nouveau utilisé pour sécher les fèves de cacao, mais aussi de café, transformé ensuite localement en saveur 100% guadeloupéenne. Trait d'union entre la montagne et la mer, les rivières de Basse-Terre cloisonnent aussi le territoire, tissant des réseaux complexes à travers la forêt. Elles apportent avec elles l'eau douce aux villes côtières et un appoint en irrigation pour les cultures qui pourraient en avoir besoin. Parmi ces cultures, la banane s'est trouvée un terrain de prédilection à l'est et au sud de l'île dès la fin du XIXe siècle. Au cœur de la bananeraie historique de Guadeloupe, près de Capesterre, Tino est devenu l'un des plus gros producteurs de ce fruit, parfois controversé. Tino, lui, a réalisé son rêve d'enfant, travailler la terre et nourrir son pays. Dès le départ, j'ai voulu être exploitant agricole. Mes parents, venant eux aussi de l'agriculture, ils m'ont dit non, il faut faire autre chose, mais pas l'agriculture. Mon premier métier a été enseignant. Mon premier jour de l'enseignement, j'ai pris mon sac et sur le balcon, mon père tout fier de voir son fils partir. Je le regarde et je lui dis, papa, je vais faire 10 années, c'est pour faire des sous ou acheter des terres pour être exploitant agricole. Tino possède aujourd'hui une petite dizaine de plantations, totalisant 250 hectares et emploie près de 150 personnes. Il faut chouchouter la banane, il faut jouer avec. C'est tous les jours qu'on a quelque chose à faire. On a le feuillage, le tournage, le dégagement, la récolte. C'est permanent et c'est quotidien. Une banane que Marcus, responsable de la qualité et du développement durable, surveille de près. Alors ici, on a un bananier qui n'a pas encore fleuri. En fait, ce bananier-là, il a exactement à peu près 8 mois et demi. Il y a une dernière feuille qui est la toute petite et qui annonce la floraison. Donc la floraison, c'est quoi? C'est quand le régime de banane sort, en fait. Une semaine et demie après ce stade, on arrive à ce stade du bananier. Et là, on a la fleur qui s'appelle la fleur pendante. Donc la floraison est un stade important parce qu'à ce niveau-là, il faut enlever toutes les feuilles qui sont susceptibles de toucher les fruits pour qu'il n'y ait pas de marque ou de traces sur les fruits, en fait. Une semaine plus tard, le bananier est à ce stade. C'est-à-dire on voit les futurs fruits qui arrivent. Donc à ce stade-là,
on met ce qu'on appelle la gaine plastique, une gaine bleue. Donc le bleu n'est pas anodin. Le bleu permet d'avoir une croissance optimale du fruit. Le bananier est très spécial en fait, c'est-à-dire que les fruits sont d'abord descendants et après ils se recourbent pour venir chercher le soleil en fait. Une fois récoltées, les bananes sont apportées à la station, appelée mûrisserie. Pour tout vous dire, j'ai été le plus petit producteur de bananes de la Guadeloupe. Vraiment le plus petit, parce que ma première production a été de 27 colis. Mais aujourd'hui, bon, je fais du 8000 tonnes de bananes, voire même 8500 tonnes en expédition et en production, voire 10 000 tonnes. Des tonnes de bananes qui, avant d'être expédiées principalement en Europe, sont trempées dans l'eau claire. Mon père est encore vivant, il vit quoi, il est content. Il a même oublié le jour où il m'avait dit qu'il ne fallait pas aller dans l'agriculture. Et là, il est tellement content du choix qu'il revit quoi. Si la production de bananes a généré une importante pollution des sols et des cours d'eau, le secteur s'oriente aujourd'hui vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Nous retournons sur la côte ouest de Basse-Terre, au nord cette fois, du côté de Pointe-Noire. Le parc aquacole de Pointe-Noire est l'un des seuls de Guadeloupe. Cette ancienne écloserie coopérative a été sauvée de la faillite en 1999 par François, un ingénieur agronome, et Patrick, un biologiste marin. L'aquaculture, c'est une activité qui se développe de par le monde à vitesse grand V. Et l'avenir de l'aquaculture est sous les tropiques. Donc nous pensons qu'il y a un potentiel énorme en Guadeloupe. Le westouis est une crevette d'eau douce qui est élevée pour partie dans les étangs. La première partie de sa vie se déroule en écloserie puisqu'il lui faut de l'eau saumâtre au stade larvaire. Là, on a un joli spécimen adulte, un mâle dominant, à grande pince bleue, qui est le mâle reproducteur, donc qui a le privilège de féconder les femelles et de les protéger. C'est un élevage qui requiert de l'espace, de la surface, et c'est aujourd'hui très limitant. C'est pour ça que notre objectif maintenant, c'est d'aller vers la mer. Nous sommes sur une île, le potentiel de la Guadeloupe, il est essentiellement marin aujourd'hui. Les Guadeloupéens sont plus tournés vers la terre que vers la mer. Il faut que ça change. Au large de Pointe-Noire, Patrick se rend justement sur les parcs que les deux associés ont récemment installés à quelques centaines de mètres du rivage. Alors là, on est en train de pêcher des loups, des caraïbes. Ces poissons vont être commercialisés sur le marché local, directement sur place. Là, c'est les petits poissons que vous avez pu voir tout à l'heure dans l'écloserie. Donc, il a fallu attendre 1 an ici en mer pour obtenir ce que vous avez dans la caisse. Ce sont des poissons originaires du golfe du Mexique, donc un peu au nord d'ici. On l'a sélectionné pour la qualité de sa chair et donc pour le fait que c'est un poisson qui grossit un peu plus vite que d'autres. L'aquaculture a parfois mauvaise presse parce que, comme tous les élevages, on assiste à des abus. Lorsqu'on va vers des systèmes hyper industriels, hyper intensifs, on génère de la pollution. Alors, ce qu'on essaye de faire ici, c'est une production plutôt de type artisanal qui privilégie la qualité sur la quantité. On va travailler sans médicaments, de l'œuf à l'assiette, pour respecter le produit. Il faut les saigner le plus rapidement possible pour une meilleure conservation tout de suite dans la glace. Donc là, on a des poissons tout frais. Dans quelques heures, ils seront sur les étals des poissonneries. Il va falloir accepter de ne pas être que dans une logique de pure rentabilité. Donc ça veut dire accepter de s'auto-limiter, mais aussi
avoir la possibilité de se regarder dans la glace le matin. Notre voyage se poursuit en grande terre, que nous sillonnerons de Pointe-à-Pitre à la pointe des Châteaux, en passant par le Moule et Morne-à-l'Eau. Séparée de Basse-Terre par l'étroite rivière Salée, l'île de Grande-Terre se polarise autour de l'agglomération de Pointe-à-Pitre, la capitale économique de la Guadeloupe. Une petite Babylone antillaise où se concentrent plus de 100 000 habitants. Autour de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, le vieux Pointe-à-Pitre conserve quelques beaux édifices hérités de l'époque coloniale. L'ancienne maison Souk Pagès arbore, comme ses voisines, de superbes balustrades en fer forgé. Elle accueille aujourd'hui le musée consacré à l'écrivain Saint John Perse. À proximité se tient tous les matins le marché Saint-Antoine. C'est le plus ancien de la ville et toutes les spécialités de la gastronomie antillaise s'y retrouvent. Chaque mois de février, en Guadeloupe, on fête les jours gras. C'est l'heure du carnaval, un rendez-vous attendu par toute la population. L'archipel s'enfièvre alors au rythme des défilés, les vidés, qui envahissent les rues des villes et des villages. La tradition du carnaval remonte au XIXe siècle. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, le peuple libéré organise ses propres défilés de rue pour narguer les anciens maîtres. Il détourne alors la tradition européenne du masque sur fond de musique et de culture créole. À quelques minutes du centre-ville de Pointe-à-Pitre, au fond de la petite anse de carénage, se niche depuis les années 40 le chantier naval Forbin, que Patrick a repris à la suite de son père. Depuis une quinzaine d'années, Patrick s'est relancé dans la fabrication de canots traditionnels en bois, les saintoises. Pourquoi appeler ça saintoise? Parce qu'en fait, ce sont les Saintois, les premiers qui sont arrivés avec ça en Guadeloupe, des Bretons. À l'époque, c'était pour des pêcheurs qui servaient à aller à la pêche. C'est la tradition, on dit ancestrale, hein, qui est un héritage des parents. Mon père est monté sur chantier à l'époque où nous sommes, et la maison familiale est toujours là d'ailleurs. Quand on voit la beauté de ces petits canaux bien faits, c'est joli, quoi, quelque part. Et en fait, c'est un hobby pour nous. Pour nous, c'est quelque chose qui nous sert à nous faire connaître. Patrick a été initié très jeune par son père à la voile, dans une île où cette pratique était plutôt réservée à l'élite blanche. Son tour de Guadeloupe en canot traditionnel est désormais un grand rendez-vous sportif. Aujourd'hui, nous, on a pris ces bateaux pour des bateaux de régate qui nous servent à régater. Ça navigue comme tous les bateaux, mais il y a des petites techniques qui sont propres au bateau. Il y a un poids à respecter. Il faut qu'ils puissent quand même naviguer en toute souplesse. Il y a quand même plus de 30 mètres carrés de toile, parce qu'on est surtoilé. Et quelque part, c'est ce qui fait le charme de ces bateaux-là. Voilà, c'est parti. On a quand même des gens qui sont
dans la Caraïbe qui veulent voir ces bateaux, qui ne connaissent pas ces bateaux et qui viennent en Guadeloupe pour les voir. Et notamment, on a été aussi appelés à faire des déplacements sur la métropole et un peu sur les îles du Nord. Donc, quelque part, on est présent avec ces gens de bateaux. Les écoles viennent, les jeunes viennent, prennent des renseignements, tout ça. Et puis maintenant, ça revit. Nous sommes très contents, très fiers et puis heureux d'avoir revu cette tradition. À la jonction de Grande et de Basse-Terre, deux lagons, le Petit et le Grand cul-de-sac marin, sont le domaine de l'écosystème littoral le plus répandu dans les régions tropicales. La mangrove. Cette forêt principalement constituée de palétuviers est en partie inondée par les eaux marines dont elle supporte la très forte salinité. Vaste nurserie pour de nombreuses espèces animales, notamment des crabes et des poissons, c'est un biotope extrêmement riche mais très fragile. En Guadeloupe, la mangrove s'étend encore sur un peu plus de 6000 hectares, bordée par les forêts marécageuses qu'arrosent des eaux moins salées. Les anciens canaux affectés au transport du sucre, comme celui des Rotours, offrent aux derniers pêcheurs de crabes et aux amateurs de moustiques un chemin d'accès rêvé dans ce labyrinthe végétal et aquatique. Changement de décor et d'ambiance. À Besson, à l'est de Pointe-à-Pitre, Yves est l'un des maîtres du gros cas. Le cas, c'est typique guadeloupéen puisque sa base même, c'est le tonneau de contenance. À un moment donné, les cas se faisaient avec des tonneaux de récupération. Après, il n'y a plus de tonneaux, les salaisons arrivaient dans des bombes en plastique. Alors j'ai eu l'idée de partir à Bordeaux, voir un tonnelier, M. Daranajou, et j'ai fait une formation de tonnellerie. Donc depuis, je suis devenu tonnelier, donc j'ai monté l'entreprise. Je suis devenu artisan parce que je voulais faire vivre le cas, l'instrument. Pour l'ensemble de mes œuvres, j'ai eu le Grand Prix du Conseil général dans un concours en Guadeloupe. Et en 2011, j'ai participé à un concours national, le titre de maître d'art. Je suis le premier maître d'art des dom-toms pour facteur et restaurateur d'instruments à percussion. Au départ, il y avait énormément de groupes folkloriques. Après, ça a disparu. On a monté l'Académie du cas et il y a un véritable engouement maintenant pour le cas. Donc les jeunes se retrouvent, c'est un retour aux sources. Ce n'est pas parce qu'il est mon mari que je dirais, que j'affirmerai que c'est un virtuose du cas. Et ça, je l'ai remarqué avant même qu'il ne soit mon mari. Il y a une quarantaine d'années, je disais déjà que c'était l'un des meilleurs tambouillers de la Guadeloupe. Et quand Yves joue, tout le monde est unanime à le dire, il fait parler la peau de Caroline. Yves et son épouse Jacqueline ont voué leur vie à la transmission de la musique et de la danse gros cas. Quand il joue, moi je sais que je me laisse simplement emporter par sa musique. C'est le danseur qui mène le bal. Cela peut être un danseur ou une danseuse. L'orchestre de Goka joue, le danseur est appelé par le cas, il entre et il danse. Et à partir de là, il y a une magie extraordinaire.
Il s'exprime à partir des pas qui jaillissent de son corps et le tambouiller le suit, j'ai envie de dire, pas à pas. J'ai souvent entendu dire qu'il n'y avait pas de transe dans le Gouka. Moi, j'ai envie d'affirmer le contraire. Je reste persuadée qu'autrefois, nos ancêtres entraient en transe face à ce tambour. Et personnellement, même si je me retrouve dans un spectacle face à Yves notamment, quand il joue, et que lui-même, il est pratiquement en transe, eh bien, moi, je suis à la limite de la transe. C'est le meilleur mari dont j'aurais pu rêver. Je dis que c'est le plus beau cadeau que Dieu m'a offert. Le sud-ouest de Grande-Terre forme une péninsule étroite battue par les vents et de violents courants marins. C'est la fameuse pointe des Châteaux. Son nom s'inspirerait de la forme des rochers, situés à son extrémité, taillés et sculptés sans relâche par les vagues et les embruns. La grande croix du morne pavillon et sa vue à couper le souffle font de la pointe des Châteaux l'un des lieux les plus visités de Guadeloupe. Autre lieu favori des Guadeloupéens et des touristes, le lagon de la Porte d'Enfer est l'un des plus beaux sites naturels de l'archipel. La côte atlantique de Grande-Terre est à l'image de ce lieu, sauvage, tout en falaises vertigineuses, comme celle de la Grande Vigie, le point le plus septentrional de l'île. Retour au sud de Grande-Terre. Près de Sainte-Anne, Alex est un sculpteur au talent mordant. J'ai commencé la sculpture sur bois avec un ciseau et un marteau. Je ne connaissais pas le maillet. Je me suis mis à faire une sculpture en forme totémique. Et par la suite, les amis qui venaient à la maison m'encourageaient à continuer, ce qui fait que de sculpture en sculpture, je suis arrivé un jour à vouloir aller plus vite et donc à trouver un outil qui serait beaucoup plus efficace. Et alors m'est venue l'idée de la tronçonneuse. Ce que je trouve sympa dans la tronçonneuse, c'est un outil déjà qui est dangereux. Il y a cette sensation de risque que l'on prend en voulant travailler avec. Bon, c'est un outil qui est fait pour tronçonner au départ, mais qui n'est pas spécialement fait pour sculpter. Le travail de la tronçonneuse, c'est un travail où on prend l'idée en cours de route. Ça veut dire que pendant qu'on sculpte, pas besoin de prendre le crayon, ni des marques et la règle et tout. On va droit au but, quoi. L'idée, elle est là et la tronçonneuse, comme elle débite rapidement du bois, on a envie que l'objet soit réalisé de suite. Je me suis retrouvé confronté à la nature, confronté à toutes sortes de choses naturelles et j'ai trouvé ce monde merveilleux, quoi. Je prenais le temps d'observer les formes d'une pierre, j'observais toutes les bêtes que je pouvais observer. J'avais un regard qui était totalement différent. Et le fait d'avoir pris le temps de faire plus attention à ce qui m'environnait a développé chez moi, je pense, ce côté artistique. J'invite chacun, justement, de temps en temps, à prendre le temps aussi d'observer la nature et d'y prendre soin. Parce qu'elle nous permet de nous évader, elle nous permet de nous enrichir, de trouver nos bases, nos valeurs. Et c'est pas spécialement pour devenir sculpteur, mais bon, pour nous, pour notre bien-être.
Ici, en Guadeloupe, on ne peut pas spécialement vivre complètement de son art. On va bricoler, on va se débrouiller, on fera un petit peu de tout. Mais il faut pas penser au business. Hein. Pour pouvoir réaliser de belles choses, il faut penser à soi et à ce qu'on fait. Grande Terre est avant tout le pays de la canne. Les chants sont omniprésents dans le paysage. L'histoire passée qu'ils évoquent continue de résonner dans les mémoires. Chez certains, comme François, installé près de la ville du Moule depuis une dizaine d'années, la prise de conscience de cet héritage a enclenché un processus créatif plutôt radical. Ma sculpture, elle est née ici, un peu comme mes filles. Moi, je suis pas guadeloupéen, je suis pas né en Guadeloupe, j'ai pas de famille guadeloupéenne. C'est une évidence que je n'aurais jamais fait ce genre de choses si je n'étais pas venu en Guadeloupe. Donc ça, en fait, c'est des lames de fer qui viennent de l'usine d'Arboussier à Pointe-à-Pitre, qui servaient à faire les cerclages des tonneaux de rhum. Elles sont quand même très liées à l'histoire des Antilles, et puis c'est lié aussi à l'histoire de l'esclavage. Il y a une expression en créole qui dit prendre du fer, ça veut dire souffrir. On dit t'as pris du fer, ça veut dire que t'as été dur, quoi. J'ai travaillé cette série-là sur la déconstruction des rapports blanc-noir, essayer de croiser des stéréotypes de noir avec des stéréotypes de blanc. J'essaye de faire en sorte qu'ils ne soient pas identifiables en tant que noir ou en tant que blanc. C'est aussi pour ça que, en général, je leur enlève le visage. Ces grands dessins noir et blanc, en fait, c'est des silhouettes que je détourne par la suite et que je vais aller poser sur les murs abandonnés de Guadeloupe, sur les vieilles cases. Je pense réellement que ce que je fais, c'est de l'art caribéen. Je ne correspond pas aux stéréotypes du Guadeloupéen, mais je pense vraiment que ce que je fais ici, c'est né de cette rencontre avec ce pays, avec les gens, etc. et que ça n'aurait pas pu être fait ailleurs. Direction le Moule, l'un des terrains d'expression de François. Hier, j'ai rencontré les propriétaires de la maison sur laquelle je vais aller coller là ce soir. Quand je ne vois pas les propriétaires, parce que je colle quand même sur des murs abîmés, donc sur des vieilles maisons, parfois abandonnées depuis très longtemps. Et donc, quand je ne vois pas le propriétaire, je demande au moins aux voisins, à l'entourage, quoi. Et d'une manière générale, je reçois un accueil très favorable. Ce qui m'intéresse, c'est les vieilles cases, les vieilles maisons. Pourquoi? Parce que les cases ici, c'est vraiment un support et des traces de l'histoire des Antilles. Et donc, ça crée une narration. Ça amène tout un contexte et tout un paysage. Voilà. Donc hier, j'ai vu José, le mari de la propriétaire, qui en fait répare son bateau dans la petite rue juste à côté. C'est Yolande qui habite là qui m'a présenté. Et donc José m'a autorisé à venir coller sur cette maison dont l'habitant est mort il y a déjà quelques temps déjà et qui sera détruite dans pas très longtemps. C'est l'art public qui m'intéresse. C'est de mettre les choses au milieu des gens qui ne sont pas forcément des experts ou qui ne vont pas forcément à la recherche de l'art. Les murs de l'ancienne capitale coloniale et sucrière de la Guadeloupe accueillent ainsi symboliquement les travaux éphémères d'un artiste engagé.
À une dizaine de kilomètres à l'ouest, la ville de Morne-à-l'Eau est célèbre pour son cimetière, assurément insolite. Connu au-delà des frontières de la Guadeloupe, le cimetière de Morne-à-l'Eau étage ses 1800 tombes sur les flancs d'un amphithéâtre naturel. L'origine des motifs en damier noir et blanc reste mystérieuse. Ils apparaissent sur les plus anciennes tombes, qui datent du milieu du XIXe siècle. À cette époque, la majorité des morts étaient enterrés sur les plantations, et seuls les riches blancs pouvaient s'offrir de belles sépultures. On ne mélangeait pas les maîtres et les esclaves. Aujourd'hui, toutes les couches de la société guadeloupéenne y sont représentées, de la famille de planteurs au plus modeste agriculteur. L'autre institution de Morne-à-l'Eau, c'est le Pitacoque. Un établissement tenu par Dolores, véritable tempérament fait de femme, voué à la défense des combats à plumes. C'est une culture jusqu'à présent dans les régions françaises où ça existe qu'on a envie de mépriser parce qu'on ne connaît pas. Et quand on va au plus profond de cette culture, on se rend compte qu'il y a quelque chose de fondamental, le respect de la parole donnée, le respect de soi. Les coqs que nous avons, ce sont des sportifs que nous préparons pour des compétitions pendant 6 à 7 ans. Et nous-mêmes, nous devons les former en tant que sportifs à l'entraînement. Le matin, ils ont un bain d'eau froide avant le lever du soleil. Après, il y a le saut en hauteur, la pompe et la balançoire. C'est pour permettre de muscler les ailes, de muscler les cuisses. Et après, nous donnons un casse-croûte. Et vers 4 heures, on donnera le repas quotidien. Des grains de blé ou des grains de maïs, ou du riz cuit, on va ajouter un peu d'oignon, du sirop de gingembre, du poisson, ou du sirop de batterie, ou du miel, thon ou maquereau. Peut-être du steak haché 2-3 fois dans le mois. Il y a un tout jeune là, le fils Fillon, mais il est au loin, il ne vient pas. On s'occupe des coqs, Fillon, 10 à 12 heures par jour. Le coq le plus âgé, Obama, c'est lui le dominant par ici et il empêche aux autres de manger. Ce ne sont pas des coqs que nous emmenons dans les cocottes minutes. Ce sont des sportifs que nous préparons pour des compétitions. Et c'est toute une vie, c'est ma passion. Les pitacoques existent aux Antilles depuis plusieurs siècles. Ce sont les colons européens qui exportèrent aux Amériques les combats de gallinacés, autrefois si populaires notamment en Espagne et en Angleterre. À la tête de l'établissement fondé par son père, Dolores a bataillé contre l'État français pour que survive cette pratique très souvent contestée. Les règles du combat, tout d'abord, il faut que les coqs aient le même poids et la même valeur marchande. Et c'est le juge qui inscrit sur le cahier et celui qui pèse les coqs sera l'assesseur à côté du juge. C'est pour que tous les gens arrivent à comprendre, à voir la même chose, pour qu'il n'y ait pas de problème. Dans le Pitacoque, il n'y a pas de reçu, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de notaire. Pour le premier pari et le second pari, c'est le respect de la parole donnée. Ce sont des coqs qui se battent jusqu'à mort en liberté. Dans l'arène, nous les arrêtons avant la mort quand même. Ça peut arriver qu'un meurt, mais ce n'est pas la règle du jeu. Mais dans la nature, absolument, ils vont s'entretuer. Pourquoi arrêter une tradition qui existe depuis plus de 5 siècles sur le sol antillais? Une région doit vivre de sa culture et de son patrimoine tant que je serai vivante. Debout sur mes pieds, avoir la langue bien pendue, je me battrai bec et ongle pour faire respecter une tradition comme je l'ai faite et je suis contente que ça continue d'exister. Pour moi, c'est une vie qui est à part de la vie que je vis. Poste avancé de l'archipel guadeloupéen dans l'Atlantique, la Désirade fut ainsi baptisée par Christophe Colomb en 1493. Terre d'eau douce tant désirée après de nombreux jours en mer.
L'eau courante n'y fut pourtant installée qu'en 1991. Au sud de Basse-Terre, les îlots des Saintes abritent l'une des plus belles baies des Antilles, celle de Terre-de-Haut. Un lieu de rêve pour clore ce tour des îles de la Guadeloupe.